Dans cette séquence, nous allons interpréter les observations faites lors de l'expérience sur la corde vibrante. Pour commencer, considérons le cas simple de la propagation d'une impulsion le long d'une corde. Pour cela, on tient dans la main l'une des extrémités d'une corde horizontale, tandis que l'autre extrémité est fixée à un mur. On déplace alors rapidement la main vers le haut avant de la ramener à sa position de départ. Le déplacement vertical, encore appelé déplacement transverse, de l'extrémité de la corde tenue par la main, a, par exemple, la forme temporelle représentée ici. Mais qu'en est-il de la forme spatiale de la corde? À l'instant T1, l'extrémité de la corde tenue par la main est encore au repos, de sorte que la corde est horizontale. Par contre, à l'instant T2, l'extrémité de la corde s'est déplacée. Ce déplacement, du fait de la force de tension existant le long de la corde, entraîne un déplacement des points adjacents de l'extrémité, déplacement transverse qui est identique au déplacement transverse de la corde entre les instants T1 et T2. À l'instant T3, le déplacement de la main est maximal, et la déformation engendrée aux instants antérieurs s'est propagée le long de la corde. Pour finir, de T3 à T5, en passant par T4, la main redescend et l'impulsion impliquée par la main est intégralement présente sur la corde. La question qui se pose maintenant est la suivante. Que se passe-t-il lorsque l'extrémité tenue précédemment par la main est fixée à un vibreur, oscillant sinusoïdalement avec une période grand T? Nous sommes donc en présence d'une corde fixée à l'une de ses extrémités à un mur et excitée à l'autre extrémité par un vibreur, oscillant sinusoïdalement avec une période grand T. On suppose également qu'à l'instant pris comme origine des temps, la corde est au repos, c'est-à-dire horizontale, et que le vibreur entame son mouvement sinusoïdal vers le haut. Un quart de période plus tard, le vibreur atteint sa hauteur maximale de déplacement et la corde a alors la forme représentée ici. La portion de corde directement attachée au vibreur a la forme d'un quart de sinusoïde, cette forme reflétant le déplacement antérieur du vibreur qui s'est propagé de proche en proche au point de la corde dont l'abscisse est comprise entre x égale à 0 et x est égal à ct sur 4, où c est la vitesse de propagation de la perturbation produite par le vibreur le long de la corde. Au bout d'une demi-période d'oscillation du vibreur, celui-ci est revenu à sa position de départ, et l'extrémité gauche de la corde a la forme d'une demi-sinusoïde de longueur c fois grand T sur 2. Aux trois quarts de la période d'oscillation, le vibreur est au plus bas dans son mouvement sinusoïdal, et le déplacement de la corde couvre une portion de corde de longueur 3 fois c fois grand T sur 4. Finalement, au bout d'une période d'oscillation de vibreur, la portion de corde déformée a la forme d'une période de sinusoïde de longueur c fois grand T. Alors, si on laisse le vibreur osciller une période supplémentaire, la déformation observée à l'instant grand T se sera alors propagée d'une distance égale à c fois grand T. Cette distance parcourue par l'onde au cours d'une période d'oscillation d'un point quelconque de la corde porte le nom de longueur d'onde et on la notera lambda. Pour une période d'oscillation du vibreur inférieure au temps mis pour le front de l'onde pour atteindre l'extrémité fixée au mur, on observe une onde de forme sinusoïdale se propageant le long de la corde. Une telle onde est dite progressive harmonique. Elle est caractérisée par sa période spatiale égale à lambda, et chaque point de la corde oscille sinusoïdalement avec une période temporelle grand T autour de sa position d'équilibre. Afin d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes se produisant sur la corde vibrante, revenons au cas de la propagation d'une simple impulsion sur la corde. À un instant pris pour origine des temps, la corde a la forme suivante, où la coordonnée x permet de repérer les différents points de la corde, tandis que l'ordonnée y permet de repérer le déplacement vertical de la corde. Lors de la propagation de l'impulsion, cette coordonnée va varier au cours du temps, mais aussi en fonction du point de la corde que l'on considère, ce qui revient à dire que y est une fonction de t et de x. Notons f de x, la fonction qui permet de décrire la forme de la corde à l'instant t égale à 0. On peut donc dire que le déplacement de la corde est tel qu'à t égale à 0, y de x et de t égale à 0 est égal à f de x. Considérons maintenant le maximum m de l'impulsion dont on note l'abscisse xm. À l'instant t égale à 0, ce maximum est au point de la corde d'abscisse x0 et a une ordonnée qui est égale à f de x0. Ce qui revient à écrire que y de xm et de t égale à 0 est égal à f de x0. Du fait de la propagation de l'impulsion, ce maximum va se déplacer le long de la corde.
Si c est la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde, à un instant ultérieur t, le maximum se sera déplacé d'une distance ct, ce qui veut dire que son abscisse ne sera plus x0, mais xm est égal à x0 plus ct. Comme ce maximum est toujours à la même hauteur que précédemment, f de x0, on a donc que y de xm à l'instant t est égal à f de x0. Or, comme x0 est égal à xm moins ct, on peut donc écrire que y de xm et de t est égal à f de xm moins ct. Mais ce que nous venons de dire pour le maximum m est également vrai pour tout autre point de la corde, comme on peut le voir sur la figure en haut à droite, ce qui veut dire que la relation y de xm et de t est égale à f de xm moins ct est encore vrai si on remplace xm par l'abscisse x d'un point quelconque sur la corde. Au final, la propagation sur la corde d'une impulsion dont la forme spatiale est représentée par la fonction f de x est décrite par un déplacement transverse y de x et de t qui est égal à f de x moins ct. Nous pouvons maintenant revenir au cas qui nous intéresse ici, celui de la corde excitée sinusoïdalement par un vibreur à une de ses extrémités. Dans ce cas, nous avons vu qu'il y avait une onde progressive harmonique de période spatiale lambda se propageant vers l'autre extrémité. Cette onde peut donc être spatialement décrite par la fonction de la forme f de x est égale à a fois cosinus à 2πx sur lambda, ce que l'on peut encore écrire f de x est égal à a fois cosinus kx, où la quantité k, qui est égale à 2π sur lambda, est ce que l'on appelle le vecteur d'onde de l'onde. On a donc une onde incidente sur l'extrémité de la corde, fixée au mur, dont l'expression mathématique est donnée d'après ce qui précède par yi de x et de t qui est égal à f de x moins ct, avec f qui est égal à a fois cosinus kx, soit yi de x et de t est égal à a fois cosinus de k fois x moins ct, ce qui est aussi égal à a fois cosinus de kx moins oméga t, si on développe le terme entre crochets. Dans cette dernière expression, oméga est la pulsation de l'onde égale à 2π sur la période temporelle de l'onde, ce que l'on peut encore écrire en introduisant la fréquence f, définie comme étant l'inverse de la période, par oméga est égal à 2πf. Compte tenu du fait que la période spatiale et la période temporelle de l'onde sont reliées par la relation lambda est égal à c fois grand T, on a également que oméga est égal à k fois c, ce qui explique l'expression obtenue pour yi. Si on considère maintenant l'instant t est égal à grand L sur c après la mise en mouvement du vibreur, on a alors une onde progressive qui occupe toute la longueur de la corde et qui va donc se réfléchir sur l'extrémité fixée au mur. Cette onde réfléchie sera également progressive et harmonique, mais elle va se propager suivant la direction moins OX. D'autre part, on peut montrer que le fait que la corde soit fixée en x égale à grand L impose un changement de signe à l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Au final, l'onde réfléchie engendre un déplacement vertical de la corde décrit mathématiquement par la fonction yr de x et de t qui va être égale à moins grand A fois cosinus de kx plus oméga t. Le signe moins devant le cosinus traduit le changement de signe de l'onde à la réflexion, tandis que le signe plus dans l'argument du cosinus traduit le changement de sens de propagation. Quant au déplacement transverse de la corde résultant de la présence simultanée de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, il s'écrira tout simplement y de x et de t est égal à yi de x et de t plus yr de x et de t, soit a fois cosinus kx moins oméga t moins a fois cosinus kx plus oméga t. Après quelques manipulations trigonométriques, cette expression se simplifie en y de x et de t est égal à 2a fois sinus kx fois sinus oméga t. On voit donc que la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie donne naissance à une onde dont la dépendance spatio-temporelle est décrite par le produit d'une fonction qui ne dépend que de x par une fonction qui ne dépend, elle, que de t. Ce type d'onde, où les évolutions spatiales et temporelles se font indépendamment de l'une de l'autre, sont ce que l'on appelle des ondes stationnaires, et pour de telles ondes, chaque point oscille périodiquement autour de sa position d'équilibre à la pulsation oméga, mais avec une amplitude ym qui varie d'un point à l'autre de la corde. Voyons maintenant de manière un peu plus imagée comment la superposition de deux ondes progressives contrapropagatives donne naissance à une onde stationnaire. Dans ce qui suit, on considère la superposition sur une courbe de longueur égale à 2 mètres de deux ondes progressives, l'une se propageant de la gauche vers la droite représentée en rouge, et l'autre se propageant de la droite vers la gauche représentée en bleu, de vitesse de propagation égale à 2 mètres par seconde et de période grand T est égale à 2 tiers de seconde.
Lorsque, par exemple, à l'instant noté t0 ici, l'onde incidente et l'onde réfléchie se superposent parfaitement, elles se renforcent et l'amplitude du mouvement de la corde est maximale en certains points de la corde. Ce sont les ventres de l'onde stationnaire. On dit alors que les deux ondes qui se superposent sont en phase. Par contre, un quart de période plus tard, du fait de la propagation des deux ondes le long de la corde, les maxima de l'onde incidente et les minima de l'onde réfléchie coïncident et vice-versa, de sorte que les deux ondes s'annihilent, donnant lieu à un déplacement transverse de la corde nul en tout point. Les deux ondes sont alors dites en opposition de phase. Au bout d'une demi-période, la propagation des deux ondes fait qu'elles sont à nouveau en phase et donne lieu à un mouvement de la corde d'amplitude maximale. Entre ces instants remarquables, la superposition des deux ondes progressives se fait plus ou moins bien, donnant naissance à un déplacement de la corde par rapport à sa position d'équilibre d'amplitude moindre jusqu'aux instants t0 et t0 plus grand T sur 2. On remarque également qu'il y a des points particuliers sur la corde qui restent immobiles quel que soit l'état de superposition des ondes incidentes et réfléchies. Ces points correspondent aux nœuds que nous avons observés expérimentalement. En faisant apparaître sur la figure la longueur d'onde lambda des ondes progressives qui se superposent sur la corde, on voit que deux nœuds consécutifs sont séparés par une distance égale à une demi-longueur d'onde. Si on fait abstraction des ondes progressives incidentes et réfléchies pour ne plus considérer que leur superposition, qui correspond à l'onde stationnaire existant sur la corde, voici ce que l'on obtient pour son évolution temporelle sur une demi-période. À l'instant t0, l'amplitude du mouvement de la corde est maximale. Cette amplitude décroît progressivement jusqu'à atteindre l'instant t0 plus grand T sur 4, où la corde est horizontale en tout point. Puis croît à nouveau jusqu'à atteindre l'instant t0 plus grand T sur 2, où l'amplitude du mouvement est à nouveau maximale, mais en opposition de phase par rapport à l'instant t0. Comme nous l'avons dit à la diapositive précédente, en certains points de la corde, l'amplitude de l'onde est maximale, ce sont les ventres, tandis qu'en d'autres points, l'amplitude de l'onde est constamment nulle, ce sont les nœuds. La distance entre deux nœuds consécutifs étant égale à une demi-longueur d'onde. D'après l'étude précédente, aux instants t0 et t0 plus grand T sur 2, l'onde progressive produite par le vibreur se reproduit identique à elle-même après un aller-retour sur la corde et on observe alors une onde stationnaire d'amplitude maximale sur la corde. Dans le cas particulier considéré ici, cette superposition parfaite de l'onde incidente et de l'onde réfléchie n'est possible que si la longueur de la corde, ou de la cavité si on préfère, est égale à 3 fois une demi-longueur d'onde. On est alors tenté de généraliser la relation précédente en disant que la corde ne peut être le siège d'une onde stationnaire que si la longueur de la cavité est un multiple entier non nul de lambda sur 2. En fait, cette relation peut s'obtenir en écrivant que l'amplitude de l'onde stationnaire YM est forcément nulle au point de fixation avec le mur, soit sinus de k fois grand L est égal à 0, ce qui se produit si k fois grand L est un multiple entier de pi, ou encore 2 fois grand L est un multiple entier de la longueur d'onde. Au final, la relation établie précédemment nous enseigne que dans une cavité unidimensionnelle, ne peuvent se propager que des ondes dont la longueur d'onde est égale à 2 fois la longueur de la cavité divisée par un nombre entier. Ce qui revient encore à dire que seules certaines ondes de fréquence bien précises, que l'on appelle les fréquences de résonance, multiples entiers d'une certaine fréquence dite fondamentale, peuvent s'établir dans la cavité. Si on trace l'évolution temporelle de la forme de la corde à l'aide de l'équation obtenue précédemment en tenant compte de cette double quantification de la longueur d'onde et de la fréquence, on retrouve les profils obtenus expérimentalement. Par exemple, pour m égale à 1, c'est-à-dire pour une onde de fréquence égale à la fréquence fondamentale, on a une onde stationnaire présentant un ventre. Pour m égale à 2, l'onde stationnaire possède 2 ventres, et ainsi de suite, pour m égale à 3 et 4.